Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi et je n'ai pas introduit hier le vlog parce que j'étais en PLS. Voilà, c'est la PLS mensuelle. Donc c'est pas grave du coup parce que vu que j'étais de toute façon en PLS, j'ai pas tellement lu, donc j'avais pas grand chose à vous dire. Ce week-end avec Pénélope, on a attaqué et bien avancé Light Lark qui est ici, qui est toujours aussi magnifique. Nous avons lu 406 pages sur 600, donc on a presque fini. Sauf que là, à partir de depuis hier et jusqu'à jeudi, on est sur autre chose parce qu'on a prévu totalement autre chose que vous verrez très prochainement arriver sur nos chaînes respectives. Donc ça, c'est en pause jusqu'à jeudi. Je pense qu'on se le finira sûrement en fin de semaine. Je sais pas si... Je crois que Pénélope a quelque chose ce week-end, mais peut-être qu'on réussira quand même à se caser la fin sur jeudi soir, vendredi, on verra. Au pire, c'est pas très grave si on fait une petite pause d'une semaine. On n'est pas sur une intrigue hyper complexe où on risque d'oublier des choses. A priori, ça devrait aller, même si on reprend une semaine plus tard. Soit. Donc, toujours est-il que ce que je peux vous en dire, c'est que moi, je trouve ça plutôt pas mal pour du jeune adulte. Alors, dit comme ça a l'air péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que en règle générale, dans le jeune adulte, il y a beaucoup de clichés, de schémas répétitifs, et je trouve que ça va. C'est-à-dire qu'on a pour moi un gros personnage cliché qui est un homme. On a, bon, en fait, les personnages masculins sont somme toute assez clichés dans l'ensemble, mais le personnage féminin est plutôt pas mal. Je trouve juste dommage qu'elle soit sursexualisée tout le temps, même si ça fait partie de ses pseudo-attributs en rapport avec ses pouvoirs et tout. C'est un peu dommage parce que ça apporte pas grand-chose à mon sens, mais soit. Sinon, en soi, l'univers est plutôt pas mal, la description de l'univers est plutôt pas mal. On en a assez en fait, on n'en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour pas avoir l'impression que c'est un univers en carton-pâte, ce qui est plutôt cool. Et puis, ouais, le personnage principal, donc le personnage d'Isla, moi je l'aime beaucoup. Je la trouve assez intéressante, je trouve qu'elle a... En fait, elle est assez ado, mais elle est pas ado relou, ça veut dire qu'elle est assez impulsive, mais elle fait pas non plus n'importe quoi. Enfin voilà, elle est dans la bonne mesure de l'adolescence à mon sens. Je vais pas trop vous en parler là maintenant parce que j'aimerais bien le terminer et on en reparlera quand ce sera fait. Je vous ferai une revue un petit peu plus complète. Voilà, donc ça du coup c'est en pause. Sinon, je voulais vous parler de Galatée que j'ai lu en fait dans les... Je vous ai dit dans le dernier vlog, j'ai enchaîné les lectures sur fin de mois de mars et j'avais oublié de vous dire que j'avais lu Galatée. Il est tout petit, c'est Pénélope qui me l'a envoyé dans le swap et j'avais complètement oublié de le mentionner alors que c'était une excellente lecture. Donc on va en parler un petit peu ici. Le personnage de Galatée, c'est donc la statue façonnée par Pygmalion et qui a pris vie grâce à je ne sais plus quelle déesse et qui est devenue la femme de Pygmalion. Dans la réécriture de Madeline Miller, vous vous en doutez bien, on va traiter de thématiques extrêmement féministes, puisque c'est un petit peu, je pense, quelque chose de très important pour elle. Et à la fin, elle explique un petit peu pourquoi elle a réécrit Galatée, et j'ai trouvé ça génial, parce qu'elle dit que elle, quand elle a entendu parler du mythe de Pygmalion, contrairement à tout le monde, elle n'y a pas vu une histoire d'amour, mais une histoire de relation toxique entre eh bien, un homme qui voulait une femme parfaite au-dessus de tout, au-dessus de toute, comment on peut dire, imperfection ou impureté quelconque, et que ça l'a toujours choquée, et c'est pour ça qu'elle a choisi d'écrire cette histoire. Donc dans ce minuscule petit ouvrage, on va suivre Galatée 10 ans après qu'elle soit devenue humaine, que ça se passe pas très bien avec Pygmalion, et je vais pas trop vous en dire parce que c'est très court et en même temps j'ai envie de vous dire il n'y a pas forcément de spoil parce que ce qui est intéressant c'est plus les thématiques traitées et abordées que vraiment l'histoire en soi. Mais bon, je veux pas, je sais pas, j'ai peur que si vous avez envie de le lire et que vous vouliez pas trop en savoir, vous en sachiez trop. Toujours est-il qu'on n'est pas à l'instant où elle prend vie, on est quand même un certain temps après. Ils ont déjà eu une fille et voilà, on est quelques temps plus tard. Moi, ce que j'ai plutôt aimé, c'est que déjà on est sur un langage assez cru qui dénote un petit peu de peut-être ce qu'on attend de ce type d'ouvrage et même je dirais de l'écriture de Madeline Miller si on a lu Circé et Le Chant d'Achille, et je trouve ça plutôt pas mal. Galatée est assez cru et assez libérée dans sa manière de parler, dans les sujets qu'elle va aborder, et c'est plutôt chouette. On découvre le personnage de Pygmalion qui est le mal toxique par excellence, puisque lui, son fantasme, c'est de revivre la création de Galatée quand elle est
revenu à la vie, et en fait il a une espèce de délire de toute puissance. Un délire mégalomane de toute puissance par rapport à sa création. Il a aussi un espèce de délire un petit peu incestueux, bizarroïde, puisqu'il estime être à la fois le mari et le père et la mère de sa femme, ce qui est plus que déplacé. On va parler aussi évidemment de violence conjugale, on va parler d'accès à l'éducation pour les femmes et notamment pour leurs filles. On va parler de perfection et notamment du fait que Galatée, en ayant eu un enfant, eh bien, elle a les stigmates dus à la grossesse et que lui ça le dégoûte puisque lui ce qu'il aime c'est la perfection du marbre, c'est la splendeur de la pierre, etc. Et donc cette espèce de rapport ambivalent qu'il a entre le fait de vouloir une femme réelle, donc ce qui s'est passé, mais qu'elle ne soit pas trop réelle. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une femme, qu'elle soit vivante, mais il faut quand même qu'elle ait toujours la perfection de la statue, ce qui évidemment est un petit peu incompatible par définition. Donc on va parler de tous ces sujets-là, c'est assez court, donc c'est traité assez rapidement, mais je trouve plutôt pas trop mal. On va évidemment parler de la nécessité pour les femmes d'être parfaites et surtout de renoncer à ce qu'elles sont réellement pour être parfaites dans l'œil de leur conjoint ou des hommes qui les entourent. On va parler de fétichisation, de fantasmes de la pureté et surtout des fantasmes masculins qui sont au-dessus de toute réalité puisque il est impossible d'être parfaite et preuve en est que même en créant sa propre femme, eh bien elle ne l'est pas, elle a sa volonté propre, en lui donnant un vie et en lui donnant un esprit, une capacité de réflexion, eh bien elle développe ses propres pensées, sa propre volonté qui lui échappe et lui ne le supporte pas. Et donc forcément tout ça va amener à la question de la liberté que Galatée désire plus que tout, puisque eh bien elle n'est pas libre hein, et elle est même très très prisonnière, et aussi la liberté pour sa fille qui vit avec cet homme qui n'est pas du tout une bonne personne et qui fait tout pour qu'elle ne soit pas éduquée, pour qu'elle ne fasse pas ce qu'elle a envie de faire et qu'elle ne puisse pas se réaliser en tant que personne puisqu'elle est une fille. Bref, c'est vraiment très court, hein, ça fait une quarantaine de pages, donc ça se lit très très vite. Je vous invite à le découvrir si vous en avez l'occasion, parce que c'est, comme toujours chez Madeline Miller, intelligent, bien écrit, bien pensé, et que c'est de la réécriture mythologique, fidèle à la mythologie et fidèle à ce qu'était la mentalité antique. Et ne croyez pas, n'allez pas vous imaginer que dans l'Antiquité, on était un tant soit peu moderne. Je vous rappelle qu'à l'époque grecque, les femmes vivaient dans des gynécées séparées des hommes, qu'elles étaient considérées à peine plus que des esclaves, et je dis à peine plus, vraiment à peine plus, et voilà, donc vraiment l'Antiquité pour ça n'était pas du tout moderne, contrairement à ce que j'ai l'impression on essaye de faire passer de nos jours, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, je vous invite à vous intéresser à cet ouvrage qui était très très intéressant et qui, si vous avez peur des choses peut-être un peu longues comme peut l'être Circé, eh bien est un peu un condensé, je pense, des idées de Madeline Miller et c'est plutôt pas mal. Sinon, jeudi, je sais plus, j'ai attaqué tout doucement, je sais plus si je vous l'avais dit, Les Porteurs, je crois que je vous l'avais dit, mais je ne suis plus sûre. J'ai lu 50 pages, ce qui est vraiment pas énorme, ça se lit très vite, ça se lit tout seul, mais ce week-end j'étais à fond sur Light Lark, et puis après j'étais trop mal pour lire, et du coup j'ai pas avancé, donc je peux pas encore trop vous en dire, si ce n'est que on suit le personnage de Matt juste avant sa 16e année, son 16e anniversaire, et donc juste avant qu'il soit censé choisir s'il veut être un homme ou une femme. Et donc pour le moment, on a suivi ses camarades qui sont justement dans ce choix. Donc il y a sa petite amie qui a choisi d'être une femme. Lui, Matt, sait déjà qu'il veut être un homme et il attend le moment de pouvoir définitivement l'affirmer et le devenir. Et il a un autre camarade qui s'appelle Flo et qui, quant à IL, alors je vais le genrer au neutre bien que ce ne soit pas fait dans le livre, ce que je trouve un peu dommage, IL n'arrive pas à décider et essaie de trouver une solution pour ne pas avoir à décider parce qu'IL ne se sent ni vraiment femme ni vraiment homme. IL se sent bien dans les deux identités et ne se sent pas de choisir. Donc c'est plutôt intéressant pour le moment, ça se lit très vite, ça se sent que c'est du jeune adulte, même je dirais ado, parce que voilà, on est sur un style assez rapide, on s'étend pas des masses non plus sur 45, on s'étend pas des masses sur les réflexions et tout, mais ça apporte ce qu'il faut pour permettre de réfléchir. On va parler de la société d'avant, avant le gros crash ou je ne sais quoi, avant l'espèce d'apocalypse, où il y a une centrale nucléaire qui a pété,
et où les gens étaient comme nous, hein, c'est-à-dire que les petites filles en rose, les petits garçons en bleu, etc. Et c'est très critiqué dans le livre, puisque dans ce livre, les gens naissent tous par défaut hermaphrodites, et à 16 ans, ils prennent un traitement selon le choix, ce qu'ils veulent être, quel genre ils veulent adopter, et ils prennent un traitement d'hormones pour pouvoir être l'un ou l'autre. On critique fortement, et c'est très intéressant aussi, les opérations faites sur les bébés qui à l'heure actuelle naissent avec hermaphrodites, donc avec les deux sexes, et qui sont opérés tout petits et à qui on ne laisse pas le choix. Et je pense que vous avez déjà entendu, enfin j'espère que vous avez déjà entendu parler de ces problématiques de choisir pour un individu son genre alors que peut-être que ça ne sera pas ce qu'il fallait faire et que après tout pourquoi ne pas laisser le temps à l'enfant de grandir et de choisir par lui ou elle-même, voilà. Donc il y a quand même des critiques qui sont faites, c'est plutôt pas mal, mais je vous en reparle dès que j'ai avancé. Sinon, enfin, je suis allée à la médiathèque qui a enfin rouvert et qui refonctionne plus ou moins correctement, et j'ai emprunté quelques livres que je voudrais vous montrer. J'ai emprunté Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le deuxième tome que nous devons lire avec The Riddler, je ne sais pas quand, mais a priori prochainement, qui est quand même un beau bébé, hein, mine de rien, parce que c'est pas écrit si gros que ça pour du jeunesse. Ouais, c'est Gallimard Jeunesse. Donc voilà, on va voir. Je vous en ai parlé récemment, donc je vais pas y revenir. J'ai enfin pu emprunter le tome 8 de l'Atelier des Sorciers, Alléluia. Donc on en reparle aussi bientôt. J'ai emprunté La Miséricorde de Lancillaire et j'en suis ravie. J'ai très très hâte de le lire. Mais je pense que ça sera plutôt semaine prochaine à mon avis. Et j'ai emprunté Les Oubliés de Lama de Florian Soulas par pure curiosité. Voilà. Publié chez Scrineo et dont je vous reparle très bientôt aussi. Voilà, je vais pas plus m'étendre parce qu'il faut que j'y aille. C'est une intro assez rapide, mais on en reparle très très bientôt. Je vous reprends demain et promis, on se fera un point sur toutes ces avancées et j'espère avoir avancé des choses. Il y a la lecture avec Pénélope dont je ne parle pas pour le moment, mais j'espère avancer autre chose quand même aussi. Donc je vous laisse, je vous dis à demain. Et coucou, on se retrouve, on est jeudi, je fais un point, je sais pas très bien pourquoi parce que j'ai quasiment rien lu. J'ai repris un tout petit peu les porteurs de Sequeva, mais j'ai tellement pas avancé. Et en fait, je pense que j'ai quasiment rien filmé jusque-là. Parce que j'étais concentrée sur la LC avec Pénélope puisqu'on doit faire un truc. Et vu que j'avais un temps d'attention lecture assez court et voilà, j'ai fait que ça et je peux pas vous en parler parce que si je vous en parle maintenant, je vous spoil notre projet, donc bon, du coup voilà. Mais c'est pas grave parce que du coup je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai reçu, je sais pas si je vous avais montré. J'ai reçu le tome 2 de Capitale du Nord, donc Mort au G, de Claire Duvivier, que j'ai trouvé d'occasion à un prix très intéressant sur Rakuten je crois. Et donc voilà, je l'ai pris puisque c'est pas la lecture de VF de l'Exploralivre de ce mois-ci, mais du mois prochain, donc du mois de mai, je crois, il me semble. Donc comme ça, je l'aurai, voilà. Et j'ai aussi reçu les archives de l'Exode de Becky Chambers, que j'ai aussi trouvé d'occasion, cette fois-ci sur Gilbert Joseph. Alors la différence de prix n'était pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix, en sachant qu'il est sorti très très récemment, c'était déjà pas si mal, puisque je crois que j'en ai eu pour 20 € en tout. Ça fait quand même 6,50, 7 € d'économie, c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai très très hâte qu'on le lise, mais je pense qu'on va d'abord se faire les chroniques de l'érable et du cerisier. Donc ça c'est mes deux réceptions, mais je crois que j'avais reçu autre chose, mais je ne sais plus quoi. Je crois que j'avais commandé un autre... Ah mais si, je suis bête. Je sais ce que j'ai reçu. J'ai aussi reçu ça que j'ai fini par acheter. J'ai très 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 longuement hésité. En fait, bon, au-delà du fait que je le trouve très très beau, hein, ça y a pas de souci, mais j'avais longuement hésité quand je l'avais vu parce que j'étais pas sûre d'aimer.
CS Pacat. Et en fait, depuis que j'ai lu Prince Captif, je n'ai qu'une envie, c'est de lire Dark Rise. Du coup, je l'ai trouvé, je l'ai pris en librairie indépendante. Voilà, je l'ai pris sur un site de librairie puisque sinon il n'est pas trouvable. Il faut soit aller sur le site des librairies indépendantes, mais il y a des frais de port de ouf, soit chercher quasiment librairie par librairie en espérant qu'ils les envoient et voilà, bref, c'est compliqué. Mais je l'ai trouvé, donc je me le suis pris. Et puis voilà, donc il est très très joli. Je ne sais plus, je crois qu'on s'était dit avec Pénélope qu'on se le lirait ensemble puisqu'elle-même ne l'a pas encore sorti de sa palle, mais on va voir parce que c'est vrai que là on a quand même une liste de LC qui commence à être très très longue. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui. J'ai bon espoir aujourd'hui de lire ça et de vous faire un point demain. J'ai aussi bon espoir qu'on termine notre lecture commune, mais je pourrais pas vous en reparler, donc c'est pas ça qui va nourrir le vlog demain. Mais voilà, donc pas grand chose cette semaine. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas très très grave. Et puis voilà. Donc voilà, tout petit point, histoire de dire, ce n'est pas que je vous ai oublié, c'est qu'en fait j'ai juste pas grand chose à dire. Voilà. On se retrouve demain, on fera un point lecture sur les porteurs si j'ai avancé, et puis je clôturerai parce que demain ce sera déjà vendredi et la semaine sera déjà terminée. Voilà. Donc on se dit à demain. On se retrouve vendredi pour clôturer le vlog de la semaine qui n'aura pas été très chargé en lecture. J'ai terminé 2 livres, un dont je ne vous parlerai pas là maintenant parce que c'est pour une vidéo que vous verrez très bientôt. Et le deuxième dont je vous ai parlé en Biblio Haul qui est Les Porteurs de Sequeva, donc ça c'est le tome 1 mat, que j'ai terminé ce midi et que j'ai lu quasiment intégralement aujourd'hui, à peu de choses près, hein. J'avais peut-être dû lire 50 pages. Donc ça se lit vraiment très très vite, très très bien, c'est du jeune adulte, voire même peut-être plutôt ado que jeune adulte. Donc je vais vous parler assez rapidement parce que je vais pas trop en dire, c'est du roman jeunesse ado, donc si j'en dis trop, voilà, bon. Mais il y a quand même des trucs intéressants dont je voulais vous parler. Donc dans Les Porteurs, en fait, on suit un espèce de monde post-apocalyptique en quelque sorte, puisque une centrale nucléaire a explosé et que depuis, il y a eu des problèmes au niveau de... Enfin, des problèmes, oui, si. Il y a eu des changements, en tout cas, des mutations génétiques qui font que notamment les jeunes gens sont tous hermaphrodites et ne sont plus naturellement sexués ou du moins genrés. Et donc, arrivés à leurs 16 ans, on leur demande de choisir, ils suivent une espèce de process hormonal pour avoir un genre définitif. Et on apprend également que la reproduction se passe un peu de la même manière, c'est-à-dire que pour se reproduire, il faut aller dans le centre génétique de la ville pour se faire inséminer parce qu'on ne se reproduit plus naturellement, en fait, tout simplement. On se rend très vite compte que le nouveau modèle est assez porté au nu par les gens, puisque on part du principe qu'il n'y a plus de stéréotypes de genre, ce qui n'est pas vrai, hein, mais bref, et que on a le choix, et que c'est super, et tout ça, tout ça. Jusqu'au jour où Matt, notre personnage principal, qui n'a pas encore atteint ses 16 ans et qui décide qu'il sera, enfin qui a déjà décidé qu'il sera un homme plus tard, découvre qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle STYX, je crois, et donc qu'on appelle couramment un porteur, c'est-à-dire qu'il va falloir un très très lourd traitement d'une quinzaine d'années pour pouvoir être genré femme ou homme. Voilà, ce qui évidemment est un choc pour lui, et vous imaginez bien. Et donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il va commencer un petit peu à se renseigner, puisque forcément ça amène à des questions tout ça, et il va découvrir des choses assez étonnantes sur le sujet, puisque, comment je peux dire, déjà, il n'est pas le seul, bon, ça il s'en doutait, mais surtout il y a des choses qui sont un peu bizarres, un peu cachées, et que tous les mois, quand il doit aller faire son traitement qui dure 48 heures où il est seul à l'hôpital, eh bien il se rend compte que tout se passe pas comme c'est censé se passer, qu'on lui cache des choses, et qu'on cache des choses de manière générale aux gens. À côté de ça, il va découvrir un espèce de groupe de femmes qui veut revenir à des méthodes d'accouchement plus naturelles. Il y a toute cette question du naturel et un petit peu en opposition avec tout ce qui est très médicalisé
il y a toute cette question-là qui est développée dans le livre. Et voilà, on va découvrir une espèce de complot bien plus grand, vous imaginez bien, motivé par des politiques capitalistes. Soit. Si je dois vous résumer mon avis en une phrase très rapide et très concise, je dirais que les thématiques traitées étaient très intéressantes, mais c'est vrai que le style d'écriture est très simple et assez contemporain, et c'est pas forcément ce que je préfère. Et je n'ai pas été spécialement touchée par les personnages, je n'ai pas accroché avec les personnages. Je vais quand même un petit peu développer. Donc on suit principalement le personnage de Matt, mais pas exclusivement, puisqu'on suit sa petite amie qui s'appelle Gaëlle, qui elle a déjà passé ses 16 ans, donc qui a choisi d'être une jeune femme. On suit un petit peu le personnage de Flo, qui est dans le moment où elle doit, enfin elle doit choisir entre être une femme ou un homme, et elle ne veut pas choisir. Et c'est très compliqué pour Yel de décider parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas d'autre option que de choisir à ses 16 ans. Voilà, donc c'est ces trois personnages-là principaux qu'on suit. Et je n'ai pas... Alors, à la limite, le personnage que j'ai préféré dans les trois, c'était peut-être Flo. Mais c'est aussi le personnage qu'on voit le moins au final, donc c'est un petit peu dommage. Matt, je n'ai pas du tout accroché. C'est un adolescent, typiquement adolescent, avec tout ce que ça implique en termes de caractère, de réaction, de voilà, c'était. Mais après voilà, je ne suis pas du tout le public cible, et je pense que en lisant ça, en ayant l'âge des personnages, on se retrouve dans les réactions des personnages et dans la manière de penser des personnages. Mais c'est vrai que moi, adulte, j'ai eu un petit peu de mal par moment. J'ai trouvé que voilà, Matt était pas un personnage très intéressant et très agréable, avec des réactions, oui, voilà, bah, en fait très immatures, mais ce qui est très logique puisque c'est un adolescent, donc je n'en suis pas étonnée. C'est juste qu'à certains moments, ça m'a un peu agacée et j'avais envie de voilà d'avancer l'histoire en fait, et j'avais plus envie de me concentrer sur l'histoire que sur les personnages en eux-mêmes, et on se concentre beaucoup sur les personnages. Mais bon, soit. Qu'est-ce que je peux vous dire des thématiques traitées? On va parler de thématiques propres à l'adolescence, c'est très intéressant, notamment les rapports avec ses parents, comment on a des rapports au quotidien avec nos parents, et comment quand ça va pas bien, quand ça se passe pas bien, quand on apprend quelque chose de difficile, les parents réagissent, et comment ça peut faire évoluer nos regards sur nos parents, puisque Matt est beaucoup plus proche de son père, mais qu'au moment où il apprend qu'il est porteur, eh bien c'est la réaction de sa mère en fait qui va être la meilleure pour lui, la plus consolante, et qui va être la plus voilà, elle va le plus se battre pour lui et se battre un petit peu contre voilà les médics et ouais, les médecins quoi, pour défendre son fils en fait. Et c'était hyper intéressant, évidemment, ce rapport qu'on a, ce rapport biaisé qu'on a quand on est ado à nos parents, son rapport avec son frère aussi, son rapport avec sa petite amie, et l'évolution de leur relation d'adolescent qui est très intéressante, puisque jusque-là, tant qu'on n'est pas genré définitivement, on n'a pas encore d'hormones, on n'a pas du tout d'hormones, donc il n'y a pas ce rapport à la sexualité, ce rapport, etc. Ça reste des amours de jeunesse, d'enfance, en fait, très chastes, et voilà. Donc cette évolution, on a par la suite, après la prise d'hormones, et bien tous ces questionnements qui vont évoluer et qui sont propres à l'adolescence, c'est très très intéressant, puisque en fait la prise d'hormones c'est l'équivalent de la puberté pour nous qui avons des pubertés qui se déroulent toutes seules en fait. Et donc bah, les questions des premiers émois, des premiers baisers, des premiers, la découverte du désir, de faire la différence entre amour et amitié, ce qui est beaucoup plus opaque quand c'est des amours d'enfance, hein, parce que l'amour-amitié quand on est enfant c'est quasiment la même chose en fait. C'est la construction que les adultes font de nos relations avec les autres qui font qu'on dit oui c'est ton amoureux, c'est ton amoureuse. Mais en fait pour un enfant, amour-amitié ça n'a pas de différence. On va aussi poser des questionnements par rapport au genre et aux stéréotypes de genre, puisque quand Flo décide de devenir une femme, eh bien on va lui acheter une jolie robe, enfin voilà. On va aussi avoir des questions par rapport aux femmes et aux poils des femmes, chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante et bien menée et bien amenée et importante à poser pour les adolescentes qui liraient cet ouvrage, et même les adolescents d'ailleurs qui liraient cet ouvrage, parce que c'est une question d'actualité et qu'il est temps qu'on remette peut-être un petit peu en question nos attentes par rapport au corps des femmes notamment, mais voilà, bon, bah, après ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant, ça posait... En fait, je pense que quand on est adolescent et qu'on arrive à cette période un petit peu charnière de la puberté, ça pose les questions qu'il faut et qui peut nous aider quand on ne sait pas et qu'on ne sait pas se positionner, et puis tout le monde évolue pas au même rythme.
ça peut être très intéressant à lire. Et c'est là où je vois bien que je ne suis pas le public cible, même si j'ai trouvé que c'était très intéressant. On va aussi avoir, si on sort de tous ces questionnements par rapport à l'adolescence, des questionnements par rapport au contrôle que l'État a sur les individus, notamment grâce aux hormones, et puis grâce au fait de... Vous avez besoin, et c'est une obligation, la question ne se pose même pas, vous avez besoin de passer par le traitement hormonal d'État pour vous définir votre genre, et la question de ne pas le faire ne se pose pas. Et quand Flo pose cette question et que son conseiller ou je ne sais quoi, enfin qui travaille au lycée, commence à s'intéresser à la chose en se demandant est-ce qu'on a le droit de ne pas choisir, eh bien on lui dit gentiment que s'il aime son métier, vaut mieux qu'il arrête de poser des questions. Donc il y a vraiment, vous voyez, un monopole de tout ça, d'État, il y a une espèce de complot comme ça d'État et qui ne fait pas complotiste parce que les enjeux derrière sont des enjeux financiers et que, enfin entre autres financiers évidemment, mais et que ça a un petit côté limite anticipation, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où on voit bien que tout peut être sujet à faire de l'argent, et même et surtout l'humain. Bref, c'est vraiment assez bien mené. Mais je vous dis, pour moi, il y a quelques défauts. Bon, alors l'écriture qui est très très simple, et c'est très bien, puisque du coup, pour le public, c'est très bien. Moi, ça fait que j'ai tendance un peu à passer parfois les paragraphes. Mais après, j'ai eu du mal avec les personnages. J'ai trouvé que le personnage de Gaël, par exemple, était extrêmement stéréotypé, et c'est très dommage. C'est vraiment une fille, et ce qu'on entend quand je dis... Ce que vous pouvez imaginer quand je dis fille, et j'ai trouvé ça dommage. D'autant qu'ensuite, elle se démarque par sa force de caractère, par sa force de motivation, par plein de qualités exceptionnelles, mais on garde toujours ce côté, ouais, fille qui veut faire des bisous, qui veut faire des câlins, qui gna gna gna, qu'on voit tout le temps des SMS, qui est tout le temps en train d'appeler. Enfin, et ça, c'est dommage, ça m'a un peu gâché ma lecture. Quant à Matt, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas cool avec Gaël. J'ai trouvé que elle était très amoureuse de lui et que lui, bon bah dès le début on n'a pas trop l'impression et ça se détériore au fil, et c'est aussi une thématique très intéressante à la fin d'une relation pour les ados, mais je trouve que Matt se comporte pas très bien et j'ai pas trop apprécié cet aspect-là de sa personnalité. Il y a une autre thématique qui va être abordée que je ne vais pas vous révéler qui serait spoilante, mais si vous l'avez lu vous comprendrez de quoi je parle. Je trouve que Matt accepte les choses très facilement, trop facilement, et j'ai trouvé que c'était un peu rapide sur ça, et que même du roman ado, je pense qu'on peut quand même développer un petit peu plus, on aurait pu développer un petit peu plus la psychologie du personnage autour de cette grande thématique et de cette grande problématique qu'il rencontre, et, et j'ai trouvé que ça c'était trop facilement accepté, et je ne pense pas que ça soit justement pour le coup une réaction typique d'adolescent que d'accepter quelque chose qu'il n'a pas choisi. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'allait pas et ça m'a un petit peu dérangé dans ma lecture. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant pour faire lire à des ados qui pourraient s'y retrouver, pour discuter aussi enfin voilà, si on a un ado dans son entourage, le lire et discuter après avec lui ou elle de ces sujets qui sont évoqués, enfin de ces grandes thématiques, hein, l'amour, le désir, la puberté, la sexualité, les poils, enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter qui sont très intéressantes, mais après c'est clairement un roman ado et moi je l'ai bien ressenti, donc voilà. Mais c'était quand même très intéressant, et vu que c'est à ma médiathèque, pourquoi pas emprunter le tome 2 qui s'intitule Gaël, et donc on va suivre, j'imagine, le chemin de Gaël et la grande problématique qui doit sûrement être le fil conducteur de toute la saga. Voilà pour les porteurs. Autre chose que je voulais vous montrer avant de clôturer définitivement ce vlog, j'ai reçu aujourd'hui un service presse. Oui, j'ai reçu un service presse. Alors, pourquoi, comment? J'ai contacté Scrineo dans le cadre de l'Explora Livre d'avril en leur disant que nous lisions L'épée, la famine et la peste, et je leur ai demandé si ils potentiellement accepteraient de m'envoyer le tome 2 s'ils en avaient encore, parce que bon, voilà, les SP, il n'y en a pas à l'infini, etc. Et Scrineo a accepté, et j'étais évidemment ravie, étonnée et ravie, et j'en suis très très contente, enfin je suis très reconnaissante qu'il me l'envoie. Donc pas de surprise sur le contenu, puisque je n'ai pas de partenariat avec Scrineo ni aucune maison d'édition, c'est un envoi ponctuel. Donc le voici, il est là, j'ai L'épée, la famine et la peste.
Et donc voilà, donc je suis évidemment très très contente, je voulais même pas montrer, je suis évidemment très très contente de le recevoir, ça me réjouit, et puis voilà. Et j'ai évidemment très hâte de savoir comment se termine cette duologie. J'en suis très curieuse et je pense, très franchement, je pense le lire très vite parce que vu que mon rythme de lecture d'avril jusque-là est assez plat et que c'est pas la folie, comme je sais que Aurélie Wellenstein ça se lit très vite et que le tome 1 qui était un petit peu plus gros, je l'ai lu en une journée, un mercredi je l'avais lu, je pense qu'il va passer très très vite. Et même si le live ne sera que dans un mois, mais c'est pas très grave, je prendrai des notes et voilà. Et puis parce que j'aimerais bien savoir comment ça se termine et où on va avec la fin de ce tome 1. Et voilà. Donc je remercie Scrinéo et je remercie la personne qui m'a envoyé ce livre. Et voilà, je suis très contente. Donc voilà, mon premier service presse, sûrement pas, j'en aurai pas d'autres avant très longtemps, mais ça c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est voilà, c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu une reconnaissance quand même, ça veut dire que même si j'ai une petite chaîne, et ben j'ai quand même voilà, je propose suffisamment de contenu pour que ça soit sérieux d'envoyer quelque chose quoi, je veux dire, il l'enverrait pas non plus comme ça sans aucune un minimum de conditions requises, je pense. Bref, je bafouille et je bégaye, j'ai mon mal de tête qui remonte tout doucement, mais c'est pas très grave. Je vais vous laisser parce que j'ai rien lu d'autre, j'ai rien d'autre à vous montrer, à vous présenter, j'ai rien d'autre à vous dire là présentement. J'espère que ce week-end je vais réussir à lire. J'ai pour ambition de lire ça ce week-end. J'ai pour ambition de terminer aussi l'Atelier des sorciers, tome 8 et 9 même aujourd'hui, ce soir, pour les ramener demain à la médiathèque, ça serait bien. Et puis voilà, d'enchaîner avec ça et de conclure un petit peu ce Biblio Hall numéro 5 qui n'est pas encore terminé et que j'aimerais bien terminer, ramener tout et puis vous faire une vidéo bilan de ça pour vous filmer un autre Biblio Hall puisque j'ai déjà emprunté d'autres livres, comme d'habitude. Vous me direz, oui, tout à fait. Donc je vais passer le week-end, je pense, sur Shades of Magic de V.E. Schwab et probablement mon tome 2 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett que j'aimerais bien ne pas faire traîner plus longtemps. Voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, bien qu'elle n'était pas très très riche en contenu, n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et tout ça, tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!